Previously on Fossoyeur de film. On a parlé des mauvais remakes, c'était cool. C'était un résumé concis. Ouais. Salut à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui il est temps d'arrêter de s'infliger autant de douleurs puisqu'on va s'attaquer cette fois-ci à la question des bons remakes. Ça vous la coupe? Bon, comme on l'a vu dans le précédent épisode, les remakes ont aujourd'hui mauvaise réputation. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les réactions provoquées par les projets de remake de, disons au méga hasard, Dune et l'échelle de Jacob. Mais taper sur les mauvais remakes n'était pas mon objectif principal à la base. Non, ce qui m'a motivé à aborder ce sujet, c'est surtout la volonté de tordre le cou à un lieu commun assez répandu. Un lieu commun qui me donne envie de me caresser les tympans avec du fil barbelé chaque fois que je l'entends. Non mais t'as vu tous ces remakes? C'est n'importe quoi. Y a vraiment plus aucune inspiration à Hollywood. Vous faites quoi là? Oh, non. Nanine. Des bons remakes, il y en a, moult, et toutes périodes confondues. On a souvent tendance à penser que la fièvre des remakes est une lubie hollywoodienne assez récente, mais pas du tout. Ce qu'on oublie, c'est que les remakes sont quasiment aussi vieux que le cinéma lui-même. Il y en avait déjà à l'ère du muet, et l'époque du Hollywood classique, qui s'étend grosso modo de la moitié des années 20 à la moitié des années 60, a été très riche en la matière. Par exemple, des films aussi célèbres que Ben-Hur, Le Magicien d'Oz ou encore Le Faucon Maltais sont déjà à l'époque des remakes. Parfois, c'est même carrément le réalisateur de l'original qui entreprend de refaire son propre film, comme Cécile B2000 qui a réalisé 2 versions des 10 commandements, ou encore Alfred Hitchcock qui s'est attaqué 2 fois à l'homme qui en savait trop. Mais même après la fin de cette période classique, la pratique du remake est restée très courante. Tellement courante en fait qu'en dehors des cas où l'œuvre d'origine est assez célèbre, le public a une fâcheuse tendance à ne pas se pencher sur la filiation de certains films qu'il connaît pourtant bien. Résultat, l'histoire du cinéma regorge de beaucoup plus de remakes qu'on ne le pense. De battre mon cœur s'est arrêté par exemple, vous saviez que c'est la version française du film américain Mélodie pour un tueur? Ou que Hit de Michael Mann est basé sur un téléfilm de 1989 qu'il a lui-même réalisé, LA Takedown. Y'a de l'anecdote de dîner mondain là ou pas? Bon, tous ces remakes que je viens de citer, ils sont unanimement considérés comme de bons films. Chacun est pertinent dans son propre style. L'équation est simple, à la base, faire un remake, ça n'a rien à voir avec le manque d'inspiration. Non, vous dis-je. Techniquement, on peut faire 50 remakes d'une même œuvre et aboutir à 50 versions super intéressantes, chacune avec une démarche et un propos qui n'appartiennent qu'à elle. Et comme bon exemple de ça, étrangement, on a le cas de Evil Dead 2. Oui, je sais, officiellement c'est une suite, comme son titre le laisse subtilement deviner. Mais dans les faits, c'est un remake pur et simple de son prédécesseur. Remake. Sauf que... Ah putain, c'est sensible ce truc. Contrairement au remake non avoué dont je parlais dans le précédent volet de cette chronique, Evil Dead 2 n'est pourtant pas une pâle copie. C'est même plutôt un tour de force, il s'agit carrément d'une relecture du premier sur un autre ton. Là où l'original était relativement flippant et premier degré, le deuxième est un pur délire décomplexé à la Tex Avery. Je suis un joyeux globe. Avec Evil Dead 1 et 2, on a donc affaire à une histoire quasiment identique, mais vue à travers des grilles de lecture complètement distinctes. Ce qui, techniquement, ne nous donne pas une œuvre accompagnée de sa copie, mais bien 2 œuvres, chacune intéressante à sa façon. Donc Evil Dead 2, merci. Pas de quoi, ma couille? Non mais vraiment? Ouais. Non mais c'est bien. Graou. Bon, vous allez me dire, en théorie c'est bien joli tout ça, mais dans la réalité, les bons remakes restent des exceptions. Eh bien, oui, mais comme j'ai déjà été amené à le dire, un film réussi, quel qu'il soit, c'est déjà un miracle à la base. Chaque métrage comporte ses propres challenges à relever, et un remake aura autant de chances de réussite ou d'échec que n'importe quel autre type d'œuvre. C'est simplement la nature du challenge qui va changer. Donc un remake pourra s'avérer très inspiré dans son traitement, tandis qu'à côté, un prétendu scénario original pourra lamentablement accumuler tous les poncifs de l'univers et être totalement oubliable. Croyez-moi, le manque d'inspiration, il n'est pas forcément là où on l'imagine. En fait, c'est le terme scénario original qui est trompeur, car contrairement à ce qu'il indique, ce petit fourbe ne désigne pas nécessairement un scénario qui fait preuve d'originalité. En fait, il désigne simplement un scénario qui n'est pas explicitement basé sur une œuvre préexistante, et qui n'est donc ni un remake, ni une adaptation. Et pour vous donner une idée du quotient what the fuck de cette appellation, ça par exemple, c'est un scénario qualifié d'original. Original. C'est tellement original que je vais aller frapper dans une glotte. Tiens, le stagiaire là, viens ici. Mais attentif spectateur, je sens que tu t'impatientes. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses et de parler plus précisément des bons remakes. Dans le précédent volet, on avait pu voir que les remakes peuvent avoir beaucoup de bonnes intentions à la base. Mais là, on ne va plus parler des intentions, on va parler du résultat. Et les remakes qui parviennent à apporter un réel plus, il y en a en gros 2 types. Ceux qui sont fidèles à l'œuvre d'origine et ceux qui ne le sont pas. Mais on va d'abord aborder le premier cas, qui concerne la majorité des bons remakes, ceux que je qualifie de fidèles. Et attention, il y a une grosse différence entre fidèle et identique.
Un remake fidèle ne sera pas forcément une simple copie inutile. Bon, bien entendu, elle sera assez proche du film d'origine, mais tout en développant suffisamment sa propre démarche pour ne pas faire doublon. Quoi? Puis-je? Une illustration de mon propos? Mais oui, fausse personne hors champ. Avec plaisir? On peut par exemple citer La colline à des yeux d'Alexandre Aja, qui est basée sur la version que Wes Craven a réalisée en 1977. En plus de faire subir un lifting à la réalisation assez datée du film d'origine, le remake d'Aja y apporte une dimension politique renouvelée. Là où Wes Craven se focalisait sur une approche avant tout psychologique pour livrer un constat sur la bestialité de l'être humain, Alexandre Aja insuffle un discours assez acide sur la mise à l'écart par le système de ses propres éléments indésirables. Donc autant dire que sur les questions du rêve américain et du nucléaire, ça tabasse bien comme il faut. Kiku. On peut aussi mentionner The Grudge de Takashi Shimizu, qui n'est autre que le remake du film de fantôme nippon diablement bien foutu que Shimizu avait lui-même réalisé en 2002, You-On. Une fois n'est pas coutume, la dimension américaine du remake est ici totalement justifiée dans le scénario, puisqu'il plonge ses personnages principaux, qui sont désormais occidentaux, dans un environnement japonais où ils perdent tous leurs repères. Et comme le genre de l'épouvante fonctionne en tant que révélateur des insécurités des personnages, cette friction culturelle est une idée absolument brillante, et d'ailleurs très bien exploitée dans le film. Comme autre exemple, je voudrais aussi m'arrêter un moment sur le cas du King Kong de Peter Jackson. Il est très proche du film de 1933, trop selon certains. Mais est-ce que ça en fait pour autant un remake inutile? Eh ben pas vraiment, non. Le film est loin d'être parfait, mais avec sa démarche de récit pulp sous stéroïdes, il parvient à fusionner la vieille école et une modernité de pointe avec un sens du dosage et de la démesure assez incroyable, ce qui lui permet au passage de surpasser l'original en termes de pur divertissement. Il a profané le premier King Kong! Chopez-le! Un remake intéressant peut donc ne pas développer de nouvelles thématiques, mais apporter en revanche une nouvelle manière de les formuler à travers la mise en scène. Se concentrer sur la forme, ça ne veut pas forcément dire rester en surface, bien au contraire. Le cinéma, c'est une véritable grammaire visuelle, et les choix de réalisation doivent donc avoir un sens qui entre en résonance avec le sujet du film. Ce qui n'est bien entendu pas à la portée du premier venu, mais pour peu que cette démarche fonctionne aussi bien que dans King Kong, elle justifie carrément un remake. Sans déconner, rien que pour la séquence totalement cauchemardesque de la crevasse, ce film vaut le détour. Andy Serkis, puisse ton occiput reposer en paix. Ce que nous montrent ces films, c'est que si les bons remakes fidèles ne sont pas forcément dépaysants, ils sont en tout cas loin d'être inutiles non plus. Ce qui nous permet donc de poser allègrement nos parties génitales sur un autre lieu commun. Celui qui stipule qu'un remake ne peut être réussi que s'il est totalement différent de l'original. Comme viennent de le prouver tous ces exemples, non! Y a de l'argument là ou pas? Alors il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Parmi les films que je suis en train de citer, il y a bien entendu des remakes que je trouve bons et que vous trouverez mauvais, et vice versa. Les goûts et les couleurs! Ouais. Chacun a une manière très personnelle d'aborder un remake, que ce soit par son rapport à l'œuvre d'origine ou par son vécu cinématographique au sens large. Hippie! Donc je ne vais pas m'amuser à faire une critique détaillée de tous les films cités, on en aurait jusqu'en 2030. Ce qui nous intéresse ici, plus que les goûts particuliers, ce sont les différentes formes que peuvent prendre les bons remakes, et au niveau des exemples, chacun fait bien entendu sa propre tambouille. Pour la jeter ensuite, possiblement à la gueule de son voisin, mais je m'égare. Revenons plutôt à nos moutons. Les remakes fidèles dont je viens de parler sont faits par des réalisateurs talentueux, qui ont, la plupart du temps, un univers bien à eux. Mais sur ces projets, ils se sont mis avant tout au service du film. Résultat, on a affaire à de bons remakes, mais la personnalité des réalisateurs est suffisamment effacée pour ne pas prendre le pas sur le sujet. Toutefois, car oui, il y a toujours un toutefois, il existe d'autres cas où des réalisateurs imposent une personnalité tellement forte qu'ils mettent le remake au service de leur propre univers. C'est ce que des metteurs en scène comme Martin Scorsese, Christopher Nolan ou les frères Coen sont parvenus à faire avec des œuvres comme Les Infiltrés, Les Nerfs à vif, Insomnia ou encore True Grit. Ils ont littéralement passé ces histoires à la moulinette de leur propre style en leur donnant une place totalement personnelle au sein de leur filmographie. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'un film comme King Kong n'était pas personnel pour Peter Jackson, c'était un rêve de gosse dans lequel il s'est totalement investi. Mais ici, j'utilise le mot personnel différemment. Les créateurs que je mentionne sont, plus encore que des réalisateurs, de véritables auteurs qui ont développé, tout au long de leur carrière, une approche et des thématiques tellement fortes que chacun de leurs films participe à construire une œuvre globale cohérente. Et avec ces remakes, ils sont parvenus à assimiler un matériau extérieur et à le réinsuffler dans leur propre processus créatif. Prenons le cas de Scorsese, avec Les Infiltrés, qui est un remake du polar hongkongais Infernal Affairs. Au premier coup d'œil, les deux films semblent très proches. Sauf que dans l'original, on sentait déjà l'influence de Scorsese sur les réalisateurs Andrew Lowe et Alan Mack, autant dans le milieu décrit que dans la manière d'aborder l'histoire comme une fresque aux proportions quasi mythologiques. Et lorsque Scorsese s'empare à son tour de l'histoire, c'est comme si un cycle se refermait. On se retrouve alors avec l'impression surprenante d'un retour à la case départ, comme s'il n'y avait plus d'original ou de remake. En s'appuyant sur cette proximité naturelle, chaque auteur a pu, sans bouleversement majeur, s'approprier totalement sa version, à travers des choix esthétiques et narratifs qui peuvent passer pour des détails mais qui sont pourtant essentiels dans le ressenti global. Bon, bien entendu, Les Infiltrés restent un cas particulier, et chaque réalisateur que j'ai mentionné précédemment aura une manière unique d'aborder un matériau de base. Cela dit, force est de constater que ces cas restent assez rares, parce que mélanger la fidélité à l'œuvre d'origine et une totale appropriation artistique, c'est un exploit assez ardu sa maman.
Il sera plus facile pour un metteur en scène, s'il veut accoucher d'un remake totalement personnel, de s'éloigner du chemin tracé par le film d'origine. Ce qui nous conduit, en toute logique, à la question des remakes différents. Ces films... comment dire... La plupart du temps, ils ont des bollocks de la taille d'un éléphant qui fait de l'aérophagie. Ça veut dire gros. Généralement, un remake doit assurer un équilibre délicat entre l'évolution et le fanservice. Et ces remakes différents, ils choisissent tout simplement d'adresser un gros fuck au fanservice en question. Comme exemple, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le Graal de cette catégorie. Gloire à toi, splendide mouche. La Mouche de David Cronenberg est le remake de La Mouche Noire de Kurt Neumann, un film de 1958 qui raconte comment un accident provoque la transformation progressive d'un scientifique en insecte. Une mouche, oui, bien deviné. Sauf qu'en dehors de leur postulat de base, les deux films n'ont quasiment rien en commun, ce qui rend très difficile de les comparer qualitativement. On peut même difficilement dire qu'ils appartiennent au même genre. Là où l'original banquait sur une approche classique de l'épouvante, Cronenberg a accouché d'une œuvre jusqu'au boutiste aux intentions radicalement différentes, en y incorporant l'obsession qui parcourt toute sa filmographie, celle pour le corps humain et ses transformations. Tout comme The Thing de John Carpenter, La Mouche de Cronenberg adopte une démarche beaucoup plus viscéralement organique et premier degré que le film d'origine. Tellement, en fait, qu'une question se pose alors. Jusqu'où un remake peut-il s'aventurer à être différent tout en restant un remake? Imaginons pendant un moment une réalité alternative où le film serait exactement le même, à la différence près que Jeff Goldblum se transformerait en guêpe et pas en mouche. Jeff Goldblum avec un dard. L'angoisse, quoi. Est-ce qu'on le qualifierait quand même de remake? Pas sûr. Je pense qu'on dirait tout simplement qu'il a été très influencé par le film de 1958. Ça tient vraiment à peu de choses. Il est très délicat de s'aventurer loin de la version d'origine car le lien entre les deux films devient alors de plus en plus abstrait. Il s'agira surtout de saisir ce qui fait l'essence de l'œuvre, et par-delà tous les changements, ne pas en perdre le fil. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui est adapté du court-métrage post-apocalyptique La Jetée, que Chris Marker a réalisé en 1962, en est un excellent exemple. En changeant de format et en opérant pas mal de bouleversements dans la narration et dans l'esthétique, Gilliam a abouti à un film qui n'appartient qu'à lui, totalement dans la continuité de son univers fantasque. Mais il est aussi parvenu à conserver le profond ressenti poisseux et dystopique de l'œuvre de Marker, ce qui donne à l'Armée des 12 singes un aspect étrangement hybride, à la fois logique et très difficile à saisir. Comment ce fiefé gredin de Gilliam a pu créer un tel équilibre instable reste un mystère. Non vraiment, encore une fois, les frontières du remake restent très floues. Ah bien, bravo l'effet littéral. Donc comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Parfois, identifier les limites d'un remake se résume à des données bêtement techniques. Par exemple, dans le précédent volet de cette chronique, j'avais questionné le statut de remake de Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, qui est basé sur le Yojimbo d'Akira Kurosawa. Comme Leone n'avait pas acheté les droits du film d'origine, Kurosawa avait attaqué la production en justice pour plagiat. Procès qu'il avait d'ailleurs gagné. Et à côté de ça, on a le cas du western Les 7 mercenaires, qui est le remake officiel d'un autre film de Kurosawa, Les 7 samouraïs. Là, pas de souci, ils ont acheté les droits et personne ne remet en cause la nature de l'œuvre. Dans ce cas, identifier un remake se résume hélas à une question de pognon et de statut juridique, donc pas grand chose à voir avec une démarche créative. Mais une autre manière un peu plus intéressante d'identifier un remake reste peut-être tout simplement dans les intentions affichées par ceux qui le font. Mon prochain film sera un remake. Ok, je te crois. La confiance. Prenons Millennium, une série de livres dont le premier tome a connu 2 versions filmiques. La suédo-danoise réalisée par Nils Arden Oplev, sortie en 2009, et celle de David Fincher, sortie en 2011. Doit-on considérer la version de Fincher comme un remake du film de 2009 ou simplement comme une nouvelle adaptation du livre? Eh bien, tout dépend de la manière dont Fincher a abordé son propre film, et en l'occurrence, il dit s'être avant tout référé au livre en essayant de faire abstraction de sa première adaptation. Techniquement, son Millennium n'est donc pas un remake, mais le problème c'est que dans les faits, la comparaison reste inévitable. Il s'agit vraiment d'une zone incertaine, parce que d'une part, l'input créatif n'appartient rarement qu'au seul réalisateur, et d'autre part, une fois le film sorti, il finit par appartenir à tout le monde, et son équipe de production n'a plus aucun contrôle sur la manière dont il sera perçu. Résultat, plus personne ne se trouve en mesure de définir durablement ce qu'est le film. Comme exemple de ce genre de situation, on a le cas du nouveau Robocop, le remake réalisé par José Padilla du Robocop de Paul Verhoeven. Son réalisateur met en avant la différence de ses partis pris et clame que ce n'est pas un remake, probablement pour éviter les comparaisons qualitatives désavantageuses avec le film d'origine. Le studio, au contraire, a décidé que c'en est un, probablement pour banquer sur la réputation confortable de la version de Verhoeven. Et de leur côté, le public et la critique l'ont de toute façon flingué en tant que remake. Le Robocop de Padilla entrera donc probablement dans les mémoires comme tel, aux grandes dames de son metteur en scène. Monde cruel. Bref, les remakes, c'est un beau bordel pour ainsi dire. Mais dans un contexte où il est de bon ton de les dénigrer à tour de bras, essayons d'éviter les a priori et prenons les remakes pour ce qu'ils sont. Des œuvres aussi complexes, casse-gueule et potentiellement intéressantes que toutes les autres. Un remake n'a rien d'une démarche putassière à la base, c'est un processus créatif complètement recevable, et les pots cassés qui sortent régulièrement n'y changeront rien. N'oublions pas que ce qui compte, ce n'est pas tant le matériau de base que ce qu'on en fait. Et taxez-moi d'optimisme BA si vous le voulez, mais je crois qu'il y aura toujours un gars talentueux à l'horizon pour se remonter les manches et en faire quelque chose qui envoie bien sévère.
Y a de la conclusion là ou pas? Y en a, y en a. Ok, je te crois. Bon, ça va aller, je crois. Ouais.